Militantisme. Imaginez un peu, depuis le lycée, elle a toujours été engagée dans des organisations syndicales, associatives, politiques, une sorte de tradition familiale. Au total, 45 années à défendre ses idées à gauche de la gauche. Un parcours d'une autre époque, pourrait-on dire. Son profil, en tout cas, tranche parmi les nouveaux députés. André Torigna est mon invité. Bienvenue dans Dimanche en politique. Bonjour à toutes, bonjour à tous. D'abord, un grand merci de nous accueillir chez vous. Bonjour André Torigna. Bonjour. Député France Insoumise NUPS, élu dans la 2e circonscription d'Alloire. C'est celle qui est située au sud de Saint-Étienne. Alors les quinzaines se suivent et se ressemblent. Cette semaine encore, le fait marquant de l'actualité s'est déroulé dans la rue, à Lyon, à Saint-Étienne, à Roanne, à Valence, à Bourg-en-Bresse. C'était mardi. Le mot qui en ressort, c'est le mot injustice. Il y en a qui disent que c'est pas beaucoup, 2 ans de plus, mais quand le travail il est pénible, c'est énorme. Par exemple, j'ai ma mère, il lui restait quelques années à faire, mais avec la réforme, elle va devoir faire plus. Elle a un travail pénible. J'imagine pas en haut de cet immeuble-là, de 6 étages, avoir à monter à 62 ans ou même à 59 ans. Aujourd'hui, c'est pas possible. On est déjà pénalisé pour plein de choses, et encore plus pour les retraites. Donc je pense qu'à un moment, il y en a marre en fait. C'est qu'il y a plus urgent que la réforme des retraites. Il y a la crise énergétique, il y a le pouvoir d'achat. Moi, je suis retraitée. J'ai été gâtée parce que mes parents se sont battus. Un peu plus de manifestants, mais moins de grévistes cette semaine qu'il y a 15 jours. Et puis l'examen de la réforme des retraites en commission s'est terminé cette semaine sans avoir pu aller au bout du projet, notamment l'examen de l'article 7 sur le report de l'âge de départ à 64 ans. Madame Torigna, 28 heures de débat pour si peu de textes examinés. On a l'impression d'un gâchis, d'un fiasco. En fait, c'est le gouvernement qui nous a imposé ce processus qui est en fait un déni de démocratie, qui nous empêche d'aller au bout des discussions. C'est le gouvernement qui a imposé, par l'article 47.1, de ne débattre que de 12 jours. D'abord, 12 jours moins 1, puisque on va avoir la niche parlementaire du Parti socialiste qui va s'immiscer dans cette séquence. Nous avions demandé avec le Parti socialiste de retirer cette niche parlementaire, la décaler. La niche parlementaire, je précise, c'est le moment où un parti, un groupe politique à l'ordre du jour et donc propose une fois par an. Bon, c'était tombé sur le 9 février. On a demandé à ce que ça soit décalé. Le groupe Renaissance n'en a pas voulu. Donc, en fait, on nous retire un jour de plus. Nous pensons que cette réforme, d'abord, elle est inutile, elle est inégalitaire, elle est injuste, comme on vient de l'entendre, et elle est antidémocratique, je viens de l'expliquer. Donc, cette réforme très importante aurait dû être débattue pendant le temps nécessaire du débat. Oui, mais Madame Torigna, vous connaissez aussi l'un des arguments qui vous est opposé particulièrement à la France Insoumise, 12 898 amendements. Et je me pose la question, c'est quoi la stratégie en fait de votre groupe ? Voilà, on est vraiment dans l'obstruction pour l'obstruction. 13 000 amendements, mais ça semble fou quand même. Non, c'est pas l'obstruction pour l'obstruction. C'est justement de pouvoir débattre, de pouvoir montrer qu'il y a une alternative à cette réforme, je le répète, inutile, puisque le Conseil d'orientation des retraites lui-même dit qu'il n'y a pas péril en la demeure, les caisses sont excédentaires, il y a un léger déficit qui est annoncé mais qui va être recomblé. Donc en fait, elle est inutile, elle est inégalitaire. J'ai bien compris vos arguments. Vous voyez la réponse qui est faite par exemple à Olivier Véran, qui dit qu'en gros, on dévoie d'une certaine manière le travail du Parlement. 13 000 amendements, c'est vrai que ça semble... Oui, on a l'impression d'un décalage. D'un côté, la rue qui se mobilise, et la mobilisation tient, puis on verra ce que ça va donner mardi. Et de l'autre côté, une bataille parlementaire qui semble presque d'un autre temps. Justement, ce n'est pas un décalage. Nous sommes justement avec la rue en écho. On travaille, on co-construit avec la rue, on essaie de s'opposer, de résister par tous les moyens possibles à cette réforme qui est vraiment
injuste, qui va pénaliser les femmes, qui va pénaliser les petites gens, les gens qui sont comme on l'a entendu dans ce reportage, avec déjà des problèmes de pouvoir d'achat. D'abord, il n'y avait pas d'urgence. Donc, comme ça a été dit dans votre reportage par un manifestant... On savait que cette réforme allait être faite. Oui, c'était une promesse aussi de campagne. C'est sûr, mais il n'y avait pas urgence de le faire maintenant, à un moment où la majorité des Françaises et des Français ne savent plus comment remplir leur frigo, à un moment où justement on vient d'annoncer là, les 15% on est bien d'accord, c'est jamais le bon moment. EDF. La réforme des retraites depuis 25 ans, c'est jamais le bon moment. C'est sûr, mais parce que de toute façon, depuis 25 ans, on essaie de détruire ce qui a été construit par le Conseil national de la résistance, dans un moment justement où en France, la France était dans une situation économique dramatique, Madame... et pourtant on a réussi à imposer ce projet Madame de Torigna, société. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un risque de décrédibiliser la France insoumise et d'apparaître finalement comme un parti de mécontents, mais plus un parti de gouvernement en agissant de la sorte? Non, je ne pense pas. D'ailleurs, si tel était le cas, il n'y aurait pas autant de gens dans la rue. Cette réforme, elle réussit à rassembler 93% des salariés qui s'y opposent. Donc, nous, on est en accord avec notre programme, qui était soutenu sur cette question-là par 75% des Français dans le sondage. Nous sommes pour la retraite à 60 ans. Alors le risque, bien sûr, pour vous, 40 ans d'annuité. Le risque, c'est le 49.3, le recours en fait au 49.3, il existe. Alors, Elisabeth Borne, donc, hier, a dit qu'elle n'y aurait... Parce que je vous le précise, l'émission est enregistrée le vendredi, c'était donc hier sur France 2. Elisabeth Borne a dit qu'a priori, elle ne souhaitait pas recourir au 49.3, mais qu'elle n'allait pas changer. Voilà. Eh ben, nous, on ne changera pas non plus. Et donc on continuera à essayer de faire entendre nos idées et de débattre dans l'Assemblée pour faire écho aux millions de manifestants qu'on voit là dans les rues et voilà, et on se soutient mutuellement. Alors, je vous épargnerai les propos, les punchlines du ministre de l'Intérieur. C'était il y a une semaine, qui vous accuse de vouloir, je le cite, bordéliser le pays. Ensuite, disant que vous défendez des idées gauchistes, bobos, celle d'une société sans travail, sans effort. On sent qu'il y a eu un glissement sur le débat sur la notion de travail défendue par votre mouvement politique. Ça fait un peu écho aussi aux prises de position chez les écologistes de Sandrine Rousseau sur la valeur travail, valeur de droite, sur le droit à la paresse. C'est quoi aujourd'hui votre rapport au travail et la conception du travail que vous défendez? Moi, je pense que le travail doit être une source d'épanouissement et pas de souffrance, ce qui est devenu le cas aujourd'hui. Il y a des métiers qui ont perdu de leur sens. On l'a vu à l'hôpital. Moi, en tant qu'enseignante, je l'ai vu aussi. Mon métier a perdu un peu son sens. Donc, je pense que déjà, il faudrait respecter les travailleurs et les travailleuses dans le sens où il faudrait respecter le sens de leur métier. Et il n'y a qu'eux qui peuvent en parler. Et puis, surtout, je pense qu'il faut sortir aussi de cette conception productiviste. Vous êtes toujours sur la ligne de la retraite à 60 ans? Oui, bien sûr. D'accord. Et en gros, vous avez bien vu que la plupart des experts disent que c'est économiquement impossible. Non, mais la si on reste dans le système de la répartition, c'est-à-dire que le travail paye les retraites. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Nous, on a sorti notre contre-projet, la retraite à 60 ans avec 40 annuités, c'est possible. On a des modes de financement et nos amendements, parmi les 12 000, presque 13 000 que nous avons déposés, défendent justement des moyens qui permettent de financer ce retour à la retraite à 60 ans. Le projet de loi Asile et Migration a été présenté cette semaine au Conseil des ministres. Ce sera l'autre gros sujet d'affrontement qui va vous opposer au gouvernement. Vous êtes chef de file pour la NUPS lors de l'examen de ce texte. Juste en 2 mots, ça veut dire quoi? Alors, je suis co-chef de file. Co-chef de file, vous êtes 4. Voilà, on est 4 co-chefs de file. Ça veut dire que nous partageons, 4 députés de la France Insoumise, nous partageons l'examen du texte, nous organisons des auditions, nous décortiquons le texte, nous proposons des angles d'attaque pour présenter des amendements. Et tout ce travail, ensuite, nous
nous le donnons à l'ensemble du groupe et à l'ensemble de la NUPES aussi, pour avoir les outils dans l'hémicycle pour défendre le texte. Alors, on y reviendra sur ce texte parce qu'il sera examiné après les retraites, mais quand même, je voulais juste résumer son contenu. D'abord, faciliter les expulsions, et en premier lieu, celles des étrangers déjà condamnés. Accélérer, alors ça c'est le premier point, accélérer les procédures d'asile, notamment créer des chambres territoriales du droit d'asile. L'exécutif veut permettre aussi aux travailleurs sans-papiers présents sur le territoire depuis 3 ans d'obtenir un titre de séjour dans les métiers en tension, qui serait valide d'un an. Et enfin, conditionner la première délivrance d'un titre de séjour à la maîtrise d'un niveau minimal de français. Qu'est-ce qui vous pose problème en fait dans ce projet ? Ce qui me pose problème, c'est que déjà, l'orientation de ce texte, c'est en fait donner le pas à l'extrême droite. C'est-à-dire, je dirais pour résumer, Marine Le Pen et Éric Ciotti en rêvaient, Darmanin l'a fait. On avait déjà eu des échanges sur ce sujet à l'Assemblée nationale au moment de la niche parlementaire des Républicains. Donc on voit bien l'intention qui est de faire la chasse aux étrangers. Pourtant, on va régulariser quand même des travailleurs sans papier. Oui. Ça va plutôt dans le sens des idées que vous défendez. Le problème, c'est qu'on va régulariser des travailleurs sans papier s'ils travaillent dans des métiers dits en tension. On ne sait pas exactement ce que ça recouvre. D'un territoire à un autre, ça va changer. Et puis surtout, on a donc cette vision utilitariste de l'étranger, c'est-à-dire on s'en sert quand on en a besoin, quand on n'en a plus besoin, on le laisse. Il vaut mieux avoir aujourd'hui des étrangers avec papier qui travaillent que des sans-papiers qui viennent peut-être parfois alimenter une économie souterraine. Moi, je vois pas je comprends pas très bien ce que vous voulez dire. C'est-à-dire aujourd'hui l'économie a des métiers en tension sur lesquels on n'arrive pas à trouver de la main-d'œuvre. On a un certain nombre de travailleurs sans papier aujourd'hui qui ne peuvent pas parfois accéder au travail. Il vaut mieux peut-être se dire on régularise. Ils y accèdent et ils ne sont pas déclarés. Ça, je pense qu'effectivement, il faut revenir là-dessus. Nous sommes pour régulariser tous les travailleurs sans papier, qui sont là déjà depuis longtemps et qui participent effectivement à l'économie de la France. En revanche, faire venir même, par exemple, des médecins de l'étranger parce qu'on en a besoin et puis le jour où on n'en aura plus besoin, on les renverra peut-être chez eux. En attendant, on fait venir aussi par cette méthode-là des gens qui, en fait, appauvrissent leur pays. Il faut aussi penser à ça. Parler français ? C'est le minimum, non ? Oui, c'est le minimum, mais en fait, là, ça va être un examen. Oui. Un examen. L'apprentissage va être d'ailleurs du ressort de la responsabilité des patrons. On a posé la question à Gérald Darmanin quand il nous a reçus pour nous donner les grandes lignes. Moi, je lui ai posé la question de l'apprentissage du français dans le sens est-ce que l'éducation nationale va être sollicitée ? Il n'y avait pas pensé, alors on va suivre cette affaire. Mais de là à faire passer un examen, ça me semble vraiment exagéré parce que moi, en tant qu'enseignante, je peux vous dire que je suis sûre que certaines personnes qui ont la nationalité française ne seraient peut-être pas reçues à cet examen. Alors, on va passer sur un sujet local qui vous intéresse. Cette semaine à Saint-Étienne, le premier conseil métropolitain de l'année s'est tenu sans son président, Gaël Perdriau. Début décembre, il avait été forcé de céder sa place à son premier vice-président à cause des remous liés à l'affaire de la vidéo intime. Gaël Perdriau qui parallèlement évite d'apparaître publiquement en tant que maire de la ville. Alors cette affaire est sortie il y a 5 mois. Grosse médiatisation, régionale en tout cas, et puis depuis quelques mois, plus rien, pas de nouvelles gardes à vue, pas de mise en examen. Est-ce que vous commencez à douter de la véracité des accusations portées par la victime, Gilles Artigue ? Alors, moi, évidemment, j'ai aucune information de cet ordre-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le mécontentement des Stéphanoises et des Stéphanois, je l'entends et je le soutiens. Et si on n'en parle plus au niveau national, je peux vous dire que chaque fois qu'il y a un conseil municipal sur la place de l'hôtel de ville, les gens viennent là pour manifester. Et il n'y a pas d'acte juridique derrière. Non, il n'y a pas d'acte juridique, mais je pense que l'enquête suit son cours. Vous savez, la justice est lente. Donc vous ne doutez pas, ça ne vous interroge pas? Non. Ça semblait tellement évident eu égard, effectivement. Oui, mais c'est toujours le cas, je pense, quand il y a une affaire comme ça. Évidemment, ça éclate, on en parle beaucoup. Et puis, ensuite, la justice fait son travail, c'est lent, forcément, on n'en entend plus parler. Mais en tout cas, à Saint-Étienne, je peux vous dire que la population en parle et exprime son mécontentement chaque fois qu'il y a un conseil municipal. Mon confrère Marius Renaudet va nous rejoindre pour la seconde partie de Dimanche en politique. Bonjour Marius.
Bonjour Olivier, bonjour Madame Torigna. Bonjour. Alors Marius, c'est votre première apparition à l'antenne. Alors ça, je le dis, hein, c'est pour le coup de pression. Vous vous êtes intéressé cette semaine au parcours de notre invité. Alors André Torigna, vous défendez la retraite à 60 ans. Cette année, ça y est, vous y êtes. Que doit-on vous souhaiter? Une bonne retraite? Dans quelques mois. Eh ben, justement, il faut bien me poser la question parce que moi, les dernières simulations que j'avais faites n'étaient pas vraiment bonnes puisque ayant intégré l'éducation nationale en 1990 et ayant eu, comme beaucoup de femmes, une carrière à leur haché, enfin voilà, un temps partiel pour élever les enfants, etc. Moi, les derniers calculs que j'avais faits me donnaient à peine, pas tout à fait 1000 euros. Vous n'allez pas prendre votre retraite à 60 ans comme vous le demandez? Alors là, je suis pas. Ça veut dire qu'à la fin d'année, vous lâchez votre mandat, potentiellement. Non, parce qu'en fait, comment dire, c'est pas vraiment un travail. Oui, c'est un mandat. C'est un mandat. Donc, moi, quand je me suis présentée, je savais que effectivement, j'aurais 60 ans pendant mon mandat, mais que je continuerai, bien sûr, puisque de toute façon, j'envisage mon mandat comme une poursuite de mon militantisme. Donc, je reste militante. Dans vos veines coule depuis toujours du sang rouge, mais ce n'est pas seulement dû à l'atteinte de vos globules. Des grands-parents communistes issus des classes populaires, des proches engagés dans la lutte contre le fascisme et une adhésion aux jeunesses communistes dès l'âge de 15 ans. 1990, année charnière, vous délaissez le russe et la Sorbonne pour enseigner le français aux jeunes des quartiers prioritaires. 7 ans dans les Yvelines, un quart de siècle à Saint-Étienne avant de vous lancer en politique. Législatives, municipales, départementales, les échecs se multiplient jusqu'en 2021, avant le Graal. Sous l'étendard NUPES-LFI, le militantisme d'une vie se concrétise. En juin dernier, vous retrouvez sur les bancs du Palais Bourbon ceux que vos derniers élèves perçoivent, je cite, comme des notables et des vieux croutons. Ces députés avec qui vous devez désormais travailler en bonne intelligence. Comme l'avait fait avant vous Mathilde Gabriel-Péri, votre grande-tante paternelle. Elle était vice-présidente de l'Assemblée nationale sous la 4e République entre 1946 et 1958. Et elle s'appelait Mathilde Torigna, épouse de Gabriel Péri, militant politique communiste résistant qui a donc été assassiné par les nazis. Je voulais savoir pourquoi vous avez décidé un jour de quitter le Parti communiste, hein, c'est quand même plusieurs générations chez vous, pour adhérer d'abord au Parti de gauche et ensuite à LFI. Parce que c'était un moment où je me retrouvais plus dans le Parti communiste. Et puis, en fait, dans la famille, je n'ai pas été la seule à le quitter à ce moment-là. Voilà, c'était le moment, vous savez, juste après l'élection quelque temps après l'élection de Mitterrand, où on se sentait pas bien à l'aise, non. Voilà. Alors, Marius, vous avez également épluché les réseaux sociaux d'André Torigna. Comme sur les profils de vos collègues de la France Insoumise, on retrouve évidemment pléthore de postes de communication politique pure. Mais ce qui a particulièrement retenu mon attention, ce sont ces 3 pas de côté que vous vous êtes autorisés depuis le début de votre mandat. Le premier en date sur Twitter, le 31 août 2022. Vous y mentionnez votre voyage initiatique à Saint-Pétersbourg en 1986, juste avant de quitter votre Toulouse natale l'année suivante. Vous avez toujours des amis sur place. Est-ce qu'ils soutiennent Vladimir Poutine dans sa guerre en Ukraine? Malheureusement, je n'ai pas gardé de lien avec les gens que j'avais pu rencontrer lors de cette période. Mais la France Insoumise a des liens avec les opposants à Vladimir Poutine, puisque nous les avons accueillis à l'Assemblée nationale. Tu dis trois opposants. Donc on garde des liens, mais je regrette effectivement de ne pas avoir pu garder des liens plus amicaux, on va dire, avec des personnes, oui. En épluchant votre page Facebook, on tombe aussi sur cet appel à destination du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Âgé de 71 ans, le militant communiste libanais est incarcéré en France depuis les années 80 pour complicité dans l'assassinat de diplomates israéliens et américains. Écoutez. Monsieur le ministre, nous n'avons pas les mêmes convictions politiques. Cependant, je reste convaincu qu'en tant qu'avocat, vous n'êtes pas insensible à l'idéal de justice. Allez-vous signer l'arrêté d'expulsion nécessaire à la libération d'un vieil homme dont personne n'est en mesure de soutenir aujourd'hui qu'il représente une menace pour la France? Pourquoi faudrait-il libérer Georges Ibrahim Abdallah? D'abord parce qu'il a toujours nié cette accusation.
Ensuite, parce que il a purgé suffisamment d'années de rétention pour pouvoir être libérable et que cette libération conditionnelle a été actée par la justice et que en fait, il suffit de donc acter maintenant son retour au Liban. Le Liban ne renonce pas à le recevoir. Donc voilà pourquoi il faudrait effectivement le libérer et j'espère obtenir sa libération. Et on finit sur ce livre, La place d'Annie Ernaux, à vous lire, un outil très utile pour les cours que vous dispensiez à vos élèves de 3e. Annie Ernaux, bien sûr, prix Nobel de littérature. C'est également l'autrice préférée d'un autre homme politique de la région. Du reste, il était venu le dire dans cette émission. Il est ardéchois, c'est un certain Olivier Dussopt, ministre de la Santé, comme quoi la littérature, ça peut rapprocher parfois les extrêmes. Allez, votre première télé publique, c'était le 9 juin 2017. France 3 Loire, vous avez suivi pendant la campagne des législatives. Vous utilisiez des affichettes faites maison pour interpeller les passants. Vous avez fait 15% au premier tour, 43% au second, mais au final, vous avez été battu. Et voilà ce que vous disiez sur l'enjeu de ces rendez-vous électoraux. Dans un esprit d'éducation populaire, on essaie de leur montrer que la politique, ça doit les intéresser parce que la politique s'intéresse à eux et qu'il faut qu'ils prennent en main leur destin. Voilà, prendre en main son destin. Et vous avez déclaré aussi il n'y a pas très longtemps, l'Assemblée nationale, c'est pas le monde des bisounours. Vous confirmez? Ah oui. Ouais. C'est dur? Bah oui, c'est pas facile. Hein. Ça, je m'en doutais un petit peu. Parce que j'avais bien suivi nos 17 parlementaires pendant la précédente législature. Donc, bien sûr, c'est difficile. Il faut rester déjà physiquement en forme aussi. Et puis, avoir toujours l'énergie. La niaque. Voilà. Cognac, oui, c'est ça. Allez, maintenant, notre rubrique des mots à réaction. Alors, je vous donne un mot, vous réagissez assez brièvement, s'il vous plaît. Le premier mot se réfère à l'une des premières causes que vous avez défendues. Bobby Sands, homme politique, membre de l'armée républicaine irlandaise, décédé en prison après 66 jours de grève de la faim. Pourquoi ce combat? C'était pour moi la première fois effectivement que je me suis vraiment engagée. Je me souviens, on s'était enchaînés sur les grilles du lycée de Toulouse pour défendre cette cause. C'était l'époque de Margaret Thatcher. C'était tout ça, quoi. Oui. Le second mot, eh bien, c'est un chiffre. 565, c'est le numéro de votre place à l'Assemblée nationale. Vous êtes à côté d'Adrien Quatennens, mais c'est pas sur Adrien Quatennens. En fait, vous êtes au dernier rang en fait de l'hémicycle. Ouais. Comme les mauvais élèves. Voilà, pour une prof de français, c'est le sort réservé aux petits nouveaux. Est-ce que c'est pas un peu frustrant du coup d'être loin des caméras, de la visibilité? Alors en fait, pour notre groupe, on a fait un tirage au sort. D'accord. Voilà, chaque groupe décide. Parce qu'a priori, c'est les groupes politiques qui ont la main pour. Oui. Voilà. Donc nous, on a fait un tirage au sort. Moi, je me suis retrouvée donc effectivement au fond. Mon voisin jusqu'à présent, Léo Walter, que je salue, avec qui je m'entends bien. Non, c'est pas frustrant. C'est assez amusant parce qu'on a tout de suite là les députés de Renaissance et on essaie de les convaincre d'appuyer sur le bouton qu'il ne faut pas. Une autre expression que l'on a beaucoup entendue à propos de la France insoumise. Verticalité extrême, mot souvent utilisé pour dénoncer le manque, voire l'absence de démocratie au sein de votre parti. Est-ce que vous vous sentez libre? Complètement. Alors moi, c'est aussi, voilà, moi qui ai passé pas mal de temps dans des partis politiques où il y avait quand même la verticalité, ici, dans la France insoumise. Pourtant, c'est bien un parti qui a été fait pour Jean-Luc Mélenchon. Du reste, est-ce que vous êtes plutôt Mélenchon que Ruffin ou l'inverse? Je ne vois pas les choses comme ça. Moi, j'ai le programme. Le programme, c'est le même. Et surtout, vu mon passé, je ne fais pas le culte de la personnalité, ni dans un sens, ni dans un autre. Et maintenant, un acronyme qui vous tient à cœur. AESH, donc ces adultes qui s'occupent des enfants handicapés à l'école. Malheureusement, je vais vous demander une réaction assez brève, mais vous avez demandé leur titularisation, on en est où? Ah ben non, c'est pas accordé. C'est toujours pas acté, bien sûr. Et enfin, vous connaissez donc sans doute le slogan des Républicains espagnols, no pasarán, ils ne passeront pas. Eh bien, voici une autre déclinaison. No partirán, ça fait référence à quoi? Non, ça fait référence, c'est bien que vous citiez ça, ça fait référence à l'association que j'ai participé à fonder à Saint-Étienne pour venir en soutien aux enfants demandeurs d'asile, aux enfants des familles demandeurs d'asile. Merci.
Je vous ai demandé de nous envoyer une photo qui parle de vous. Donc cette photo, on va la découvrir. Elle a été prise le 19 janvier dernier. Mégaphone, le point levé. Ça, c'est le rôle du député? Oui, bien sûr. Bah oui. Moi, j'avais toujours dit un pied à l'Assemblée, un pied sur le pavé. Donc, je manifeste avec les manifestants et je porte leur voix à l'Assemblée. Mardi dernier, un député Rassemblement National à Bourg-en-Bresse a été intimidé, en partie bousculé, en tout cas son entourage, par des militants d'extrême gauche. Est-ce que vous condamnez ce type d'acte? Oui, je ne suis pas au courant de ça, mais bien sûr, non. Oui, Jérôme Buisson est invité chez nous. Voilà. Ouais. Et enfin, on va terminer en fait cette émission avec l'objet culturel que je vous ai demandé d'apporter. Et vous avez apporté ce masque. Pourquoi? Oui. Parce que le théâtre a fait partie de ma vie et en fait partie encore, mais bon, je ne le pratique plus, hélas. Donc, c'est un masque que j'avais acheté alors que j'étais étudiante à Venise. Et voilà, et qui fait le lien avec mon engagement aussi de comédienne amatrice. Ça vous sert à l'Assemblée? Le théâtre, je veux dire. Le théâtre, ça me sert, oui, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup à vous, André à vous. Torigna, d'avoir accepté mon invitation. Merci Marius, et bravo pour ce baptême du feu. Bravo. Merci à tous ceux qui ont activement collaboré à cette émission. Pascal Donneau, Laurine Marion, Eric Bontemps, Xavier Dang, sans oublier les pros de la régie, de la lumière, du son, de l'image, de la doctech et du maquillage. Émission réalisée aujourd'hui par Bernard Perrin. Rédaction en chef Xavier Roland. À suivre le Flash Régional. Bon dimanche à tous.